Le coronavirus peut se transmettre d'une personne à une autre. Lavez-vous les mains très régulièrement et correctement avec du savon et de l'eau. Utilisez un gel désinfectant. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique. Jetez-les ensuite à la poubelle. La vie ne tient qu'à un fil. Il vaut mieux prévenir que guérir. Ensemble, disons stop à la propagation du coronavirus. Chers apprenants de la classe digitale, à nouveau bonjour. Je suis très heureux de vous revoir ce matin. Nous allons continuer toujours sur la même lancée, c'est-à-dire quoi? Les techniques que nous avions commencé par s'enseigner la dernière fois. Qu'il vous rappelle, nous avions dit que pour les classes de série littéraire de la terminale, c'est-à-dire les terminales A et B, nous avons parlé de certaines techniques, de certaines méthodes. Donc, nous avons abordé le commentaire de test, plus précisément le commentaire de test historique. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le commentaire de test géographique, c'est-à-dire quoi? La méthodologie du test, du commentaire de test géographique, nous allons donner ces différentes parties, ces différentes structurations. Et il n'y a pas très grande différence entre celle historique que nous avons eue la dernière fois et celle-ci que nous allons recevoir également. La différence, c'est que c'est juste au niveau de certaines parties, nous allons essayer d'expliquer, vous allez comprendre. Ici, comme là-bas, nous avons également trois parties. Les trois parties que nous allons lister. Premièrement, nous avons la présentation. Cette présentation qui ressemble typiquement à une introduction. Mais nous ne l'appelons pas introduction. C'est toute la différence. Lorsque nous écrivons présentation comme ceci, nous avons dans son intérieur au total 5 différentes parties. Je me permets de mettre le début de ces parties-là, les lettres initiales, là, je les mets en grand caractère. Je continue ici. Voilà. Nous résumons ces 5 différentes parties à travers le sigle NSC. Autrement dit, NSC2I. Nous allons expliquer ce que chacune de ces lettres-là signifie. Pour la lettre N, chers apprenants, vous retenez simplement nature. Autrement dit, la nature du test. Je vais y revenir tout à l'heure. Pour la lettre S, c'est la source. Après la source, ici, nous avons cadre géographique. Ici, nous avons idée générale. Et enfin, nous avons idée secondaire. Voici les 5 différentes parties qui composent la
présentation. La nature et la source, les informations qui nous permettent de les connaître se retrouvent au bas du test qu'on vous aura présenté. Autrement dit, lorsque vous prenez l'épreuve et vous lisez le test, en bas de ceci se trouve la nature, de même que la source. Nous abordons le volet cadre géographique. Ici, notons très bien, c'est le cadre géographique qu'il ne faut pas confondre avec le contexte historique. Là-bas, pour ce que nous avions dit la dernière fois, effectivement, le C, c'est cadre historique là-bas, mais ici plutôt c'est contexte historique là-bas, alors que ici c'est cadre géographique. Certains ont tendance à confondre les deux, comme c'est des deux côtés. Voici ce qu'ils font. Ils appellent ici contexte géographique. On accepte ça dans une moindre mesure. Mais voici la vraie dénomination. Après cela, nous avons l'idée générale. Et quand on parle d'idée générale, il faut comprendre simplement que après la lecture du test qu'on m'a présenté, c'est ce que je peux retenir comme une idée qui transparaît partout, du début du test jusqu'à la fin. Autrement dit, je me pose la question, il s'agit de quoi dans le test? La réponse valable que je peux donner à cette question, c'est ça qui représente l'idée générale. Et on doit s'arranger pour que ça soit véritablement court. Ce n'est pas que je vais résumer le test, non. Nous abordons maintenant les idées secondaires. Les idées secondaires ne diffèrent pas de ce que nous avions dit la dernière fois. On les appelle simplement les centres d'intérêt. Les centres d'intérêt. On peut également les appeler les structures. Vous allez voir, le test, même si véhicule plusieurs idées secondaires, on essaie de mettre les différents paragraphes ensemble. Donc, un test de commentaire n'est pas en plusieurs paragraphes, mais tout est collé, c'est-à-dire tout est mis ensemble. Et il revient à l'apprenant de savoir, lorsqu'il est en train de lire ce test-là, à partir du début jusqu'à telle partie-là, voici telle idée qui est développée. Et à partir de là, jusqu'à une autre partie, je vois encore l'apparition d'une nouvelle idée. Et c'est l'ensemble de chacune de ces parties-là qui représente les centres d'intérêt ou idées secondaires dont nous sommes en train de parler ici. Je vais exploiter l'extrême gauche du tableau pour faire une brève présentation des différentes parties qui représentent l'ordre dans lequel les questions sont posées. Lorsque vous êtes en face du numéro 1, du petit 1, vous devez comprendre simplement que c'est ça qui correspond à la présentation. Donc, lorsque vous êtes sur votre épreuve, l'épreuve est en face de vous, vous allez voir ici, présente le test. Présente le test. Le support est à votre niveau, donc je n'irai pas trop dans les méandres. Je vais essayer d'être un peu bref. La question qui te dit de
présenter le test, c'est ça qui t'amène à parcourir les 5 étapes que je viens précédemment de lister et d'expliquer. La deuxième question, pour ne pas dire deuxième, troisième et quatrième question, c'est-à-dire toutes les questions qui sont ici correspondent à la deuxième partie de la méthodologie du commentaire de test géographique. Et cette deuxième partie est appelée le corps du devoir. Cette partie est appelée le corps du devoir. En réalité, voici comment on essaie d'élaborer le corps du devoir en un mot. Le petit 2 dont nous avons parlé ici va poser un problème, va mettre en jeu un fait géographique. Quand je parle de fait géographique, il s'agit de quoi par exemple? On peut dire, on peut parler de l'industrie, du fonctionnement d'une industrie d'un pays donné. C'est ça le fait géographique. Et on commence par parler de combien de fois le pays développe des techniques industrielles très très fortes. Donc je mets ici fait géographique. Bon, en guise d'exemple, je mets industrie. Vous permettez, le tableau ne me permet pas d'écrire correctement tel que j'aurais voulu. Donc, ici par exemple, on donne un exemple de fait géographique. Et ce n'est pas surtout du mauvais côté, mais on parle souvent des atouts. Combien de fois c'est bon? C'est de ça qu'il s'agit dans la première partie de mon corps du devoir qui représente la question numéro 2. D'autres parlent de l'interprétation du fait géographique. De l'interprétation du fait géographique. C'est la même chose. Pour ce qui concerne la question numéro 3 qui se retrouve ici, on aborde le volet les causes, ce qu'on peut encore appeler raison, fondement, etc. Les fondements qui justifient le fait géographique qui est en haut. Autrement dit, pourquoi l'industrie est-elle développée? Si c'est l'industrie qui était considérée auparavant comme le fait géographique. Si c'était l'environnement, on a parlé d'un environnement correctement sain, pourquoi, d'accord, cet environnement est sain? C'est les causes de l'évolution industrielle remarquable qu'on mentionne ici. Et tout cela est livré sous forme de questions. Après ceci, vient maintenant la quatrième partie qui est en 2 volets. Nous avons à ce niveau le premier volet qui parle de l'impact. Impact que vous allez associer ici, vous comprenez impact comme conséquence. Conséquence sur quel plan? On va parler surtout de conséquences comme problème, difficulté. Puisque le thème conséquence, comme vous le savez très bien, ça revêt 2 compréhensions. Une conséquence peut être positive, une conséquence peut être négative. L'élève qui apprend bien, à la fin de l'année, doit s'attendre à une bonne conséquence de ses rendements. Et certainement, ça sera le cas chez vous parce que je suppose que vous apprenez bien, vous suivez bien.
et vous mettez toutes les consignes en pratique. Donc, ici, impact comme conséquence négative. Je mets l'accent là-dessus. Et lorsqu'il y a impact comme conséquence négative, on l'accompagne en même temps de solutions. Donc, lorsque la question est en train d'être posée pour ressortir les insuffisances du fait géographique, en même temps, on vous demande de proposer les solutions adéquates pour corriger le tir. Bon, sur certaines épreuves, au lieu qu'on parle de solutions, vous pouvez également rencontrer un autre thème appelé perspective. Que cela ne vous paraisse pas comme un thème que vous n'avez jamais rencontré, comme un thème tabou. Je vais expliquer la petite différence qu'il y a entre solution et perspective. Quand on parle de solution, c'est que le problème est déjà là et les solutions viennent corriger ces problèmes que voici. Le problème s'est déjà posé. D'accord? Les solutions sont là pour corriger ces problèmes. Alors, les solutions jouent en quelque sorte le rôle de surhomme pour un patient. Tandis que les perspectives permettent d'éviter le problème. Donc, les perspectives jouent un rôle de prévoyance. Donc, on peut les considérer comme des vaccins anti, c'est-à-dire le problème ne va plus se poser. C'est simplement la différence qu'il y a entre les deux. Lorsque je disais tout à l'heure que les trois questions qui sont ici appartiennent à la rubrique corps du devoir et en enseignant la méthodologie du commentaire de test géographique, je disais tout à l'heure qu'il y a au total 3 parties. Ça veut dire automatiquement que la question numéro 1, qui est l'introduction, les questions 2, 3, qui forment la conclusion, laisse transparaître la question numéro 5 comme la conclusion. Donc, lorsque vous prenez votre feuille de composition, sachez que en haut, la question numéro 1, c'est l'introduction. Et la dernière, c'est la conclusion. Ici, de quoi s'agit-il? Il s'agit, je mentionne ici conclusion d'abord, qui est la dernière partie, comme je viens de le dire. Ici, on parle de bilan et d'opinion. J'ai bel et bien dit bilan et opinion. Je n'ai pas complété ouverture. Il y a une nuance entre les deux. Bilan et opinion. Le bilan, c'est que je dois faire un petit retour sur tout ce dont le test a parlé et tout ce dont j'ai parlé en termes de connaissances notionnelles. C'est ça que je retiens à travers le bilan. Quant à l'opinion, c'est une appréciation. Elle s'affiche comme une appréciation qui vient de moi-même. Quand j'ai étudié le test de long en large, j'ai donné les connaissances notionnelles, c'est-à-dire ce qu'on m'a enseigné en classe et que j'ai pris note, j'ai ramené dans ma composition. Qu'est-ce que moi-même je peux apporter comme mon point de vue? Donc, autrement dit, le bilan
apparaît comme, l'opinion apparaît comme un point de vue. Mais vous allez retrouver sur bon nombre de copies, on met HS ou bien on met AG. Retenons le terme AG. Ça signifie simplement affirmation gratuite. Lorsque vous retrouvez ces abréviations sur vos copies, vous ne cherchez pas à savoir de quoi il est question. Donner une opinion sans justifier là, c'est une affirmation gratuite. Vous dites, bon, l'industrie des États-Unis là est une bonne industrie. Et vous avez mis un point final. Vous prétendez avoir donné votre opinion. Et c'est ce qui émane de vous, ça. Mais cette opinion donnée n'a pas de valeur numérique. Parce que vous n'avez pas pu démontrer pourquoi l'industrie est bonne. Autrement dit, il faut pouvoir argumenter et justifier. Je dois revenir en arrière pour attirer l'attention de mes chers apprenants que vous êtes sur un certain nombre de choses, lesquelles j'ai un test qui m'est présenté et j'ai des questions qui portent sur ce test-là. Pour les sujets d'évaluation que vous aurez aujourd'hui, vous allez trouver un minimum de 2 centres d'intérêt, 2 idées secondaires. Je parle de cette partie-là. En réalité, lorsque vous commencez par rédiger le corps du devoir, en récitant la leçon que nous appelons connaissance notionnelle qui se trouve, les contenus notionnels, qui se trouvent dans vos cahiers, vous devez tirer des passages du test qui cadrent avec ce que vous êtes en train de réciter comme leçon. Ou, si ce n'est pas récité, c'est une production qui émane de vous-même. Pour étayer votre argumentation, c'est-à-dire votre évolution dans le commentaire, cela n'est pas une obligation, mais c'est une nécessité qui a une valeur. Vous devez ramener certains passages du test dedans. Si j'ai trouvé 2 centres d'intérêt et on m'a posé 3 questions, ce qui est sûr, je vais m'arranger pour insérer au moins 3 passages tirés du test dans ces 3 différentes parties. Je crois que je me fais clair. Autrement, quand je prends le fait géographique, c'est-à-dire la puissance des industries, peut-être que c'est de ça qu'a parlé la première idée secondaire. Je vais m'arranger pour tirer un passage et l'illustrer davantage avec. Si, en évoluant, je constate que le deuxième centre d'intérêt a parlé peut-être des raisons, des causes qui justifient cette puissance de l'industrie, je m'arrange pour ramener 2 passages dedans, puisque j'avais dit précédemment que j'ai ramené un seul passage dans la partie fait géographique. Donc, j'ai l'obligation de ramener 2 ici. Autrement dit, je peux ramener 2 passages tirés du test pour la question numéro 2 et un ici où je fais le contraire. Et je reviens là-dessus. Chaque passage du test tiré est entre guillemets. Et
Je suis sûr, comme mes collègues, que nous allons faire preuve de rigueur extrême sur ceux qui vont mettre des pointillés dedans. Il n'y a pas de pointillés ici. C'est lorsque je faisais le découpage au niveau des centres d'intérêt que je pouvais mettre le pointillé. Ici, tout le passage que tu as tiré là, tu dois mettre ça là. En entier. Pas d'insuffisance. Chers apprenants, combattants et ambassadeurs de classe digitale, c'est ce que nous pouvons retenir par rapport à la méthodologie ou à la technique du commentaire de test géographique. Bon, vous allez me permettre d'aborder un autre exercice avec vous. Oui, le deuxième exercice, c'est la dissertation. Il y a des questions qui vous trottent au crâne, je les connais très bien. Nous avons mis ici terminal AB. Je viens de mettre dissertation. Étant donné que je vais aborder avec la dissertation, je vais rendre volumineuses les séries. Autrement dit, je complète C et D. Puisque la dissertation est un exercice des des séries littéraires et des séries scientifiques. Donc, c'est un tronc commun. Bon, les professeurs qui vous avaient gardé dans les classes antérieures en avaient parlé. Plus précisément, depuis la classe de 4e. Donc, en temps normal, on ne devrait plus revenir là-dessus. Mais la répétition est pédagogique. Quand on parle de la dissertation, nous avons au total 3 différentes parties, à savoir une introduction, un corps du devoir et une conclusion. Voici comment se présente l'introduction. On écrit introduction comme ça. Dans introduction, il y a un verbe introduire. Introduire que je peux associer à commencer. Je suis en train de commencer ma rédaction. Ce commencement a 3 sous-parties. Et aucune de ces sous-parties n'est à laisser, ni à négliger. Tout est à prendre en compte. C'est comme les souvenirs de grand-mère. Tout lui est cher. Rien n'est à rejeter. La première partie, elle est appelée idée générale. Oui. Peut-être que certains des enseignants qui vous avaient gardé n'avaient pas utilisé le terme idée générale. C'est la première fois que vous rencontrez ce thème-là. Si vous ne voulez pas employer idée générale comme la première partie, vous pouvez encore l'appeler préambule.
On l'appelle encore préambule. La deuxième partie, on l'appelle idée particulière. À défaut de l'appeler idée particulière, vous pouvez encore l'appeler problématique, qui est d'ailleurs le thème le plus connu. Tout à l'heure, vous allez voir pourquoi j'ai laissé problématique pour écrire idée particulière ici. La dernière est appelée l'annonce du plan. Bon, d'autres préfèrent l'appeler simplement plan. Oui, pour ceux qui ne dorment pas parmi vous là, qui sont correctement éveillés, je voudrais vous demander de me lire les 3 premières lettres initiales qui se retrouvent dans les parenthèses. Oui, voilà, très bien, j'ai compris. Voilà, lui nous a prouvé qu'il il ne somnole pas, il est éveillé. Il a dit qu'il voit 3 P. Ici il y a P, ici il y a P, ici il y a P. Voilà. Donc l'introduction, c'est l'appelle encore les 3 P. Bon, nous allons expliquer un peu comment ça se fait. Ce n'est que de l'eau apportée au moulin de vos anciens encadreurs. Vous ne pouvez pas dire que depuis la 4e jusqu'en terminale, vous n'avez jamais essayé une dissertation. Vous avez essayé ça. L'idée générale, on a dit que c'est une idée qui est générale. C'est qu'elle n'est pas centrée sur quelque chose. Je donne un petit exemple. Nous sommes dans un pays et on rencontre un des nôtres au Togo. On dit, toi, tu es d'où? Il va dire, je suis du Bénin, je suis béninois. Être béninois, c'est une généralité. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Si celui qui dit « je suis béninois » a des balafres, et il y a un autre béninois qui est à côté de lui, qui n'a rien au visage, celui qui est en train de poser sa question va dire quoi? Mais est-ce que vous êtes tous originaires du Bénin? Ils vont dire oui. Ils sont tous originaires du Bénin. Mais il y a une particularité à leur niveau. La région d'origine, de provenance. C'est ainsi que l'idée générale, elle nous balance dans un grand décor. Peut-être que pour l'explication que j'ai donnée tout à l'heure sur les industries, au lieu de parler d'industrie, on a parlé d'activité économique. Mais si on a parlé d'activité économique, rien n'est spécifié. Vous êtes tous d'accord avec moi? C'est lorsqu'on sera au niveau de l'idée particulière appelée la problématique que je vais mettre un accent là-dessus en disant l'activité économique dont il s'agit ici est l'industrie. Puisque quand on parle d'activité économique, ça peut être l'agriculture, non? La chasse, non? Voilà. Donc, c'est la différence entre les deux, ça. Il y a un certain nombre d'années, beaucoup d'apprenants comme vous avaient l'habitude d'annoncer sinon, avaient l'habitude de faire
de donner l'idée particulière, c'est-à-dire la problématique, à la forme interrogative. Ce n'est pas totalement rejeté. Mais vous allez voir tout à l'heure que ça compromet un tout petit peu. Comment? Je vais évoluer pour revenir un peu en arrière. Le plan, jusqu'à aujourd'hui, on accepte que ça soit annoncé à la forme interrogative comme à la forme affirmative. Mais si l'élève Obama choisit, par exemple, quand on donne ces grands noms-là, bon, tout le monde veut dire que c'est son nom. Hein. Parce que, ouais, c'est un chef d'État qui a fait 2 mandats, d'accord? Donc, il y a des futurs Obama parmi vous. Et en son temps, quand vous serez Obama, là, bon, il faut vous rappeler quand même qu'il y avait des gens qui avaient prêché, qui vous avaient béni pour que vous alliez au sommet comme Obama. C'est une parenthèse. On revient sur notre sujet ici. Si l'élève Obama choisit par exemple d'annoncer son plan à la forme interrogative, du moment où le professeur, l'enseignant lui avait dit qu'il a la possibilité entre la forme interrogative et la forme affirmative, mais est-ce que Obama a tort? Il n'a pas tort, il a fait son choix. Mais si éventuellement Obama avait rédigé l'idée particulière, c'est-à-dire la problématique à la forme interrogative, vous voyez que la problématique risque de se confondre avec l'annonce du plan. Donc, il y aura de l'embrouillamini. Raison pour laquelle on a souhaité, j'ai bel et bien dit souhaité, que l'idée particulière, c'est-à-dire la problématique, soit annoncée à la forme, soit rédigée à la forme affirmative. Et le souhait aussi est que le plan soit à la forme affirmative. Là, on n'aura pas de point d'interrogation dans l'introduction. Mais ce n'est pas interdit qu'on annonce le plan à la forme interrogative. C'est ce que nous pouvons dire par rapport à l'introduction qui est la première partie de la dissertation. Nous abordons maintenant le corps du devoir, qui est la deuxième partie. Comme vous l'ont dit mes prédécesseurs, le corps du devoir n'est rien d'autre que les réponses données aux 3 questions posées. Quand je parle des 3 questions posées, c'est les questions que véhicule le sujet. Petit 1, petit 2, petit 3. Autrement dit, j'ai le 1 ici, le 2 et le 3. Lorsque je prends ma copie, je vais répondre aux questions. Je ne mets pas petit 1. Je réponds directement. Mais avant de répondre directement, il y a un petit jeu que je peux faire. Lequel? Je peux élaborer une phrase. Cette phrase, nous la qualifions de phrase introductive. Elle n'a pas de valeur numérique, ça n'a pas de point. Et elle est facultative. Par conséquent, pour vous faire moins de peine là, ne produisez même pas, ne rédigez même pas une phrase introductive. Mais si elle est là et a du sens, le problème ne se pose pas. C'est comme l'industrie dont j'ai parlé tout à l'heure. Si à l'intérieur, je veux parler de l'industrie, au début de ma composition, je peux simplement définir ce que c'est que l'industrie. C'est ça, nous, on qualifie de phrase introductive.
Donc, vous commencez par répondre aux questions directement, à la question numéro 1 directement. Vous donnez ces éléments de réponse. Je suis en train de schématiser ici une feuille qui sera tout à l'heure une copie de composition. Je mets ici développement. Je souligne. Je commence par élaborer la première partie. Oui, comment appelle-t-on cette première partie? Oui, Jacques, très bien. C'est l'introduction. Bon, elle prend fin ici. C'est un exemple que je donne. Vous allez à un examen, donc vous allez vous attendre à tout. Certains, d'accord, supposent qu'on peut mettre des astérisques. D'autres disent non, on ne va pas mettre. Et les gens d'astérisques là, ce que voici. Donc, ceux qui ne veulent pas mettre ces choses-là, ils peuvent sauter 3 lignes qui diffèrent de 3 carreaux. Et ça diffère de aller à la ligne aussi. Donc, notez la différence. Quand je finis mon introduction, évidemment, j'aborde avec le corps du devoir. Je suppose que vous êtes correctement mature pour que je vous pose encore cette question. Donc, je commence avec mon corps du devoir. J'évolue. Je suppose que le corps du devoir a pris fin ici. Ici, c'était 1, 2, 3. Il y avait un nombre parmi les 3 là qui représentait ce que les mathématiciens appelaient symétrie. C'est-à-dire, ce nombre est encadré. C'est le nombre 2. La façon dont il est encadré là, c'est de cette façon que nous allons dérouler notre composition. Autrement dit, avant de déboucher sur la question numéro 2, je vais élaborer quelque chose qu'on appelle phrase de transition. Et à quel niveau je peux encore élaborer une autre phrase de transition, chers amis? Oui. Très bien, à ce niveau. La phrase de transition commence ici. Sinon, je vais faire usage de la craie de couleur. Bon, je prends le jaune. Parce que officiellement, il n'y a pas encore de stylo jaune. La phrase de transition, je la schématise par le jaune. Vos enseignants qui vous avez gardés dans les années antérieures pouvaient toutefois les schématiser avec n'importe quelle craie de couleur. L'essentiel, ce que nous sommes en train de dire ici, là, c'est de noter la différence entre le cours qui est ici et la phrase de transition. C'est tout. Et cela ne veut pas dire que sur vos copies, vous allez utiliser le stylo jaune, ni le stylo rouge. Phrase de transition, c'est ça qui constitue le deuxième paragraphe de ma composition qui peut prendre fin éventuellement ici. Dans le 2, la réponse à la question 2 là, c'est telle qui est ici. J'évolue avec
la craie de couleur qui est en train de rédiger la deuxième et dernière phrase de transition. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit la deuxième et dernière phrase de transition. Je n'ai pas dit troisième. Hein. Ça veut dire que j'ai droit à 2 phrases de transition, si vous êtes éveillé. Je prends maintenant mon stylo et je donne les éléments de réponse à la question numéro 3, qui prend fin là. Et j'ai fini ainsi le corps du devoir, c'est-à-dire la deuxième partie de ma composition. Je passe à la troisième partie qui apparaît comme un bilan. Je dis bien, la troisième partie apparaît comme un bilan. Donc, c'est ça la conclusion. Elle prend fin là, je mets point. C'est ce qu'on peut retenir à travers la technique de dissertation, ça. Mais, vous permettez que je revienne en partie sur les notions de critères dont j'avais parlé la dernière fois. Si le professeur veut noter la copie que voici, je fais usage de la craie de couleur rouge. Je mets 1,5. Pardonnez, je mets 1 point pour l'introduction. L'introduction dont j'ai parlé ici est notée sur 1 point. Si vous avez réussi. Qu'il vous rappelle, ce qui est ici là, c'est la réponse à la question numéro 1. La question numéro 2 ici. La question numéro 3 à ce niveau. La question numéro 1 qui est ici est notée sur 1 point. La question numéro 2, 1 point. Et également 1 point pour la question numéro 3. Mais qu'est-ce que j'ai laissé? Qu'est-ce que je n'ai pas noté? Je n'ai pas noté la question numéro... Je n'ai pas noté les phrases de transition, c'est-à-dire ce qui est en jaune. Donc ici, le professeur met T. T qui signifie transition, il met 0,50. Il met également T ici, 0,50. En conclusion, vous avez également 1 point. Lorsque vous faites le total de tout ce qui est ici, d'accord, bon, nous allons faire le total avec TAT. Les 1 et 1, ça fait 3. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Vous allez constater qu'il aura une petite insuffisance. Ici, c'est 1,50. Ici également, c'est 1,50.
Même chose à ce niveau. Et lorsqu'on fait le point de ces trois parties-là, ça fait 4,50. C'est ça le professeur appelle C2. C'est ça l'enseignant appelle C2. D'accord? C'est comme ça que j'avais démarré. Mais j'ai jugé bon de mettre pour les phrases de transition, histoire que vous ne fassiez pas de confusion. Donc, les 0,50 des phrases de transition là diffèrent des 1,5 que nous avons ici. Ce n'est pas la même chose. Nous avons également le C3. Le C3 regroupe les points de l'introduction, des deux transitions et de la conclusion. Autrement dit, 1 ajouté à ceci, ça fait 1,50. Ajouté à ceci, ça fait 2. Ajouté à ceci, ça fait 3. C'est ça qui fait les 3 que nous mettons ici. Le reste, vous en savez déjà quelque chose. On en avait déjà parlé. Chers apprenants des classes digitales, je vous remercie beaucoup pour avoir suivi avec grand intérêt la technique de dissertation. Nous abordons maintenant la dernière partie qu'on appelle le QCM. C'est la toute dernière. En réalité, en temps, nous avions trouvé des exercices particuliers pour la AB. On débouche maintenant sur des exercices, sur un seul exercice qui est particulier aux séries scientifiques. Je mets ici C, D, les séries scientifiques, les séries C et D. Sur la deuxième partie de l'épreuve, nous avons petit 1, petit 2 et petit 3. Et vous allez voir, répondre directement. C'est ça que nous appelons QCM, répondre directement. Donc l'apprenant, quand il prend son stylo, il répond aux questions. Là, le point ne se pose pas. On dirait qu'il travaille comme un enfant du cours primaire. Question, je mets la réponse. Question, je mets la réponse. Il met ici petit 1, il met la réponse. Petit 2, il met la réponse. Mais il y a une petite nuance. Pour le QCM, on peut vous évaluer sur plusieurs chapitres, sur plusieurs SA. C'est le thème actuel, ça. Donc, ce n'est pas nécessairement, obligatoirement, sur une seule SA. Une autre particularité pour ce troisième exercice, ici, on peut vous poser une question qui n'a pas sa réponse dans le cahier. Je dis bien, on peut vous poser une question qui n'a pas sa réponse dans le cahier. C'est-à-dire quoi, par exemple? On peut te demander de te prononcer sur, je prends un sujet d'actualité, sur COVID-19. C'est un exemple que je donne, hein, de te prononcer sur les manifestations de ce mal contemporain. Ouais, nulle part dans le cas le professeur avait enseigné ça. Parce qu'il t'en parle. Tu vas pouvoir dire ce que c'est, comment ça se manifeste et les remèdes appropriés. Donc, pour ce qui concerne la troisième et dernière méthode, c'est ce que nous pouvons dire ça.
Je vais attirer votre attention sur quelque chose de très important. Nous tendons vers la fin. Il faudrait que je fasse de vous des pêcheurs de poissons et non des gens à qui on va donner régulièrement. La question numéro 1 que vous avez ici, là, elle est notée sur 5 points. C'est 5 points, c'est très important. Ça fait le quart des vins, de toute la composition. Donc, c'est des choses qu'on ne rate pas. La question numéro 2 est notée sur 3 points. Et la question numéro 3 sur combien? Du moment où tout ceci est noté sur 10, ça là c'est 5, ça là c'est 3. D'accord? Très bien, mon ami. Le petit 3 là, c'est sur 2 points. Tu as établi la différence. Chers apprenants de la classe digitale, je vous remercie beaucoup pour avoir suivi tout ce que j'ai fait. C'est-à-dire quoi? La méthodologie du commentaire de test en géographie, la méthodologie de dissertation et enfin le QCM. Je vous remercie beaucoup et à la prochaine.